Alors, notre article s'intitule « Participation, urbanisme et études urbaines, 4 décennies de débats et d'expériences depuis A Ladder of Citizen Participation » de Sherry Arnstein. Et donc, plus de 4 décennies après la publication de cet article, qui est souvent considéré comme un article classique et fondateur, nous proposons un bilan critique des recherches portant sur la participation publique en urbanisme et en études urbaines dans un contexte à la fois nord-américain et européen. Donc, notre présentation se fera en 4 temps. Dans un premier temps, après avoir délimité les champs de l'urbanisme et des études urbaines, je vais retracer rapidement la façon dont la participation publique a émergé dans ce champ de pratique en opposition au modèle de la planification rationnelle globale. Dans un deuxième temps, je porterai une attention particulière aux approches collaboratives de la planification et de l'urbanisme qui sont fortement inspirées des courants communicationnels et délibératifs et surtout aux débats qui ont accompagné leur diffusion dans le champ de l'urbanisme. Dans un troisième temps, Marie-Hélène reviendra sur quelques pratiques participatives plus concrètes et sur les analyses qui en ont été faites afin d'essayer de dégager un bilan des recherches actuelles et des questions qu'elle soulève. En conclusion, Marie-Hélène présentera et discutera la thèse de l'émergence d'une période post-collaborative des recherches sur la participation en urbanisme. Donc, une perspective qui tente d'aller au-delà des perspectives traditionnelles, qu'elles soient idéalistes ou ultra-critiques. Et donc, elle présentera également notre proposition, si on veut, qui consiste à adopter une perspective davantage pragmatique et empirique afin d'analyser et de comparer les processus participatifs. Alors, peut-être quelques remarques préliminaires. D'abord, l'exercice même de faire un bilan critique, ce qui nous était demandé, et de dégager des pistes de recherche est tout un défi, surtout dans ce champ-là qui comporte une vaste littérature sur le sujet. Mais malgré la difficulté, on y voyait enfin au moins 3 intérêts importants. Le premier, c'est que la question de la participation en urbanisme ouvre sur des expérimentations qui sont extrêmement diverses et multiples, et aussi sur une littérature professionnelle, scientifique, mais aussi professionnelle, qui est extrêmement prolifique. L'autre élément qui nous apparaissait important, c'est le fait que les expériences de participation publique dans le champ de l'urbanisme relèvent des efforts de théorisation dans un champ depuis plus de 40 ans. Et c'est pour ça, notamment, qu'on fait référence à l'article de Sherry Arnstein et à son échelle de la participation. Un article qui est publié en 1969 dans une revue américaine des professionnels du planning, l'American Association of Planning, American Planning Association. Et son analyse reposait sur une expérience concrète de terrain. Sherry Arnstein était responsable d'une association, d'une ONG qui s'intéressait notamment à des programmes de rénovation urbaine, de lutte contre la pauvreté, de cités modèles. Et elle était une conseillère influente auprès des administrations publiques sur les domaines de la participation publique. Alors, son échelle de la participation... Voilà. Son échelle de la participation, finalement, était, si on veut, dans les années 60, une critique assez forte des dispositifs participatifs existants, les sondages d'opinion, les assemblées de quartier, les audiences publiques, qui se résumaient, selon elle, à des rituels symboliques, ce qu'elle appelait des window dressing. Elle en appelait à des formes de participation plus axées sur le partenariat, la délégation de pouvoir, le contrôle par les citoyens, donc au sommet de l'échelle. Et j'ai voulu mettre en exergue aussi le contexte des années 68, de mai 68, où finalement, avec ce slogan des étudiants de mai 68, on mettait de l'avant l'idée que la participation sans redistribution de pouvoir, finalement, était un processus un peu vide de sens et frustrant pour les plus démunis. On pourrait y revenir, on sent que ça évoque des choses. Et peut-être le dernier point d'intérêt, c'est cette idée que dans le champ de l'urbanisme,
la question de la participation, le champ de l'urbanisme interroge des relations entre pouvoir politique, technique et expertise, entre des questions de savoir urbain et de savoir-usage, qui, à notre avis, même s'ils sont spécifiques dans le contexte urbain, peuvent peut-être éclairer le champ plus large de la participation publique. Alors, un mot pratique sur le champ de l'urbanisme et des études urbaines, entre sciences, praxis et politique. Il nous apparaît important de rappeler que l'urbanisme ne correspond pas à un champ unifié, mais plutôt à un monde des professionnels de l'urbain, selon l'expression de Viviane Claude, et donc qui renvoie à des pratiques qui sont diverses et qui se sont plus ou moins institutionnalisées à partir du 20e siècle. Et Topalov nous rappelle que la naissance de l'urbanisme, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, s'est inscrit dans un projet de réforme sociale importante, porté par une nébuleuse réformatrice. Et entre autres, aux États-Unis, cela s'est traduit non seulement par la volonté de rationaliser le développement des villes ou de répondre à des enjeux sociaux et sanitaires, mais aussi de réformer les gouvernements locaux, notamment pour contrer la corruption politique, notamment pour lutter contre la machine politique, ce qui a conduit à une conception assez apolitique des pratiques urbanistiques, et j'y reviendrai plus tard. Donc, les premiers pas de l'urbanisme sont marqués par, évidemment, la philosophie des Lumières, de la rationalité, du progrès, où les maîtres mots sont assainissement, insalubrité, classe dégénérée, et qui sont au cœur des préoccupations de la question urbaine. Et donc, l'urbanisme va se construire comme un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui sont mobilisés dans une entreprise de mise en ordre et de rationalisation, dans laquelle les valeurs et les représentations de la ville sont rarement explicitées. Peut-être trop près? Non, il a arrêté. Ça va, voilà. Et donc, ils sont défendus souvent au nom de savoirs techniques qui sont mis au service d'un dessein politique. Mais on peut dire que c'est à partir des années d'après-guerre, dans les années 50 et 60, que les véritables pratiques planificatrices se structurent autour de ce qu'on va appeler le modèle de la planification rationnelle, le Rational Comprehensive Planning, qui mène au plan global, au master plan et à la planification de type holistique et rationnel, qui constitue, si on veut, le paradigme fondateur de la pratique urbanistique, de la pratique planificatrice, cette idée qu'il est possible de lier connaissance et action. Je renvoie au livre de John Friedman, dont le titre est révélateur. Qu'il est possible, à partir de bonnes connaissances scientifiques, de connaissances des sociétés notamment, de passer à une action publique rationnelle et cohérente. C'est précisément la contestation de ce pouvoir centralisé, des formes d'urbanisme ainsi produites et des inégalités spatiales qui sera, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, à l'origine de la montée des mouvements sociaux urbains, et aussi des demandes sociales en faveur de la démocratisation et de la participation publique. Dans le contexte nord-américain, les études urbaines sont nées aussi dans cette période des années d'après-guerre, comme un champ académique distinct, qui repose sur une perspective assez interdisciplinaire, qui croise sociologie, géographie, anthropologie et la diversité des disciplines des sciences sociales, pour analyser précisément le développement urbain, mais aussi les pratiques professionnelles. Et je dirais peut-être que dans le contexte anglo-saxon, la question des théories de la planification est plus importante, on y reviendra. Il faut dire aussi que les études urbaines aux États-Unis avaient pour objectif notamment de répondre à la crise urbaine, et à la demande sociale en faveur d'une plus grande participation et de démocratisation. Et on avait, en tout cas au début des années 60-70, des chercheurs très près du militantisme et des communautés. Donc c'est un peu dans ce contexte qu'émerge ce qu'il est convenu d'appeler dans le contexte anglo-saxon le planning theory, les théories de la planification. Oui, avec des ouvrages forts comme dans le monde anglo-saxon, on retrouve notamment des readings dans les théories de la planification et un certain nombre d'ouvrages forts. On a voulu dans notre texte rappeler que plusieurs facteurs articulés peuvent permettre
de mieux saisir comment la participation publique a émergé dans le champ de l'urbanisme. On les a regroupés en 6 points, mais disons que le point commun, c'est cette remise en question de l'approche du Rational Comprehensive Planning. Donc, 6 points, la montée en puissance des mouvements urbains, bien sûr, qui sont porteurs à la fois d'une critique sociale, mais aussi politique et écologique, et notamment procédurale, extrêmement sur les mécanismes de prise de décision et qui vont remettre en cause fortement les processus décisionnels, les démarches de planification, les démarches de l'action urbanistique des années 60 et des années 70. Mais il faut mettre en perspective cette montée en puissance des mouvements sociaux urbains avec le développement chez les professionnels de la planification d'une approche plus réflexive. Les travaux de Donald Sean, notamment, ont bien montré comment les professionnels de la planification ont remis en cause eux-mêmes leurs propres pratiques planificatrices. Et on évoque dans le texte toutes les démarches d'advocacy planning, l'importance de développer des projets alternatifs, souvent bien en lien avec les mouvements sociaux. Un autre facteur important, c'est ce qu'on a appelé la critique postmoderne de la planification, qui est allée jusqu'à remettre en cause l'utilité même de la planification et des démarches urbanistiques pour améliorer la qualité de vie des citadins. Mentionnons aussi les travaux d'histoire des sciences et l'analyse des savoirs urbains qui ont mis en évidence notamment tout le savoir vernaculaire, le savoir d'usage, les savoirs diffus, qui aujourd'hui interpellent fortement les pratiques urbanistiques. 2 autres points, la montée en puissance de la notion de gouvernance urbaine qui interpelle tous les jours les pratiques urbanistiques, que ce soit en termes de redéploiement des échelles territoriales, de redéploiement des acteurs, de l'émergence des conditions de partenariat privé-public. Et enfin, le contexte actuel qui fait appel énormément aux notions de développement durable, qui est perçu bien souvent comme étant un nouveau paradigme, un paradigme susceptible notamment de refonder l'action urbanistique. Avant de passer la parole à Marie-Hélène, un mot sur le développement de ces approches participatives, ces approches collaboratives. Donc, rappelez que c'est vraiment en opposition au modèle de la planification rationnelle globale que se construisent, notamment dans les pays anglo-saxons, ce qu'on va appeler les collaborative planning, qui va concevoir la planification comme un processus interactif et politique. Déjà dans le début des années 70, les professionnels américains de la planification vont reconnaître les limites du modèle rationaliste, notamment l'utilisation exagérée des modèles mathématiques dans la planification des projets, cette idée qu'à tout problème trouve sa solution, la rationalité étroite qui ne tient pas compte de la complexité, etc. Tout le tournant communicationnel et argumentatif au sein des théories de la planification va soulever la possibilité de reconstruire un modèle rationnel, mais un modèle fondé sur une nouvelle rationalité, sur une rationalité qu'on pourrait qualifier d'intersubjective et qui va déboucher sur ces approches collaboratives formulées par plusieurs théoriciens, dont Patty Haley. Ma diapo, elle n'est pas très belle. De son ouvrage qui s'appelle Collaborative Planning, et notamment les travaux de John Forrester sur la pratique des professionnels dans l'exercice de la délibération. Donc, ce sont des approches qui vont concevoir la planification comme un processus interactif et politique dans lequel la participation apparaît comme étant déterminante. Des approches qui s'appuient aussi sur la philosophie habermasienne de l'agir communicationnel, et qui vont mettre l'accent sur le recours au dialogue pour définir des valeurs communes et penser des stratégies de négociation, de médiation, de concertation entre les acteurs. Dans l'ouvrage de John Forrester, notamment, on insiste beaucoup sur les habiletés des professionnels de la planification à exercer ces fonctions de négociation, de médiation et de facilitation, si on veut. Les approches collaboratives se conçoivent avant tout comme un processus collectif d'apprentissage continu basé sur l'interaction entre les acteurs par le biais de structures de concertation, de partenariat public-privé, de systèmes de gouvernance territoriale. Elles mettent de l'avant l'idée d'un intérêt général négocié, par opposition à un intérêt général substantialiste,
dans lequel le succès de la planification consiste à l'atteinte d'un accord, à l'atteinte d'un consensus, d'une entente. Et les travaux de John Forrester, notamment, ont montré que la pratique des urbanistes met déjà de l'avant ces principes du collaborative planning. Je terminerai en disant que la méthode du community planning, qui a été récemment importée en France, s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Ce sont des ouvrages qui ont été assez diffusés au cours des dernières années en France. Et résumons un peu la perspective. Ça se présente comme une démarche de concertation citoyenne en urbanisme qui se définit comme un processus collaboratif très structuré dans lequel les parties prenantes, donc on voit la notion de stakeholder apparaître, incluant la population locale, travaillant de concert sous la conduite d'experts indépendants issus de disciplines variées. La perspective interdisciplinaire est mise de l'avant en vue de projeter ensemble le futur de leur territoire ou de certains aspects de la vie locale. Je vais laisser le soin à Marie-Hélène de développer les 2 autres points de notre présentation. Bien, donc, quelle est l'influence de ce modèle d'urbanisme collaboratif et plus largement des démarches de participation dans la production de la ville? Alors, il est difficile, bien sûr, de répondre à cette question. Il n'y a pas de bilan exhaustif sur les pratiques urbaines, mais on peut faire plusieurs remarques. Tout d'abord, on peut souligner la fragmentation de ces expériences participatives, c'est-à-dire à la fois leur diversité, mais aussi la difficulté de leur cumul en termes d'expérience. Ce dont rend compte la formule de 2 auteurs, Browning et Parker, qui parlent d'instantané kaléidoscopique quand ils parlent de la participation en urbanisme. Alors, ce constat n'est pas nouveau et déjà, les travaux de Sherry Einstein et sa typologie visaient précisément à analyser cette diversité et à sortir de ce constat de diversité. Mais en 40 ans, les outils, les dispositifs se sont multipliés. On a vu se diffuser, par exemple, les outils tels que le budget participatif ou les agendas 21. La législation, en intégrant l'impératif participatif, a contribué aussi à la multiplication d'audiences publiques, de conseils de quartier, de conseils économiques et sociaux, de conseils de locataires pour les organismes HLM. Et donc, ces démarches se sont multipliées. Donc, on ne les a pas, bien sûr, analysées globalement, mais on a retenu 3 grands types de démarches participatives qui sont les grands projets urbains, les quartiers disqualifiés ou les quartiers dits de politique de la ville en France et le projet urbain en tant que tel. Alors, je ne développerai pas aujourd'hui la question des grands projets urbains, mais je me centrerai plutôt sur la question des quartiers populaires et la question du projet urbain. Alors pourquoi les quartiers populaires? Ou les quartiers considérés comme à problème? Parce que ce sont les quartiers où la participation est vraiment présentée comme une clé de l'action urbaine, mais c'est aussi dans ces quartiers-là que la participation fait l'objet des plus fortes critiques. Et d'ailleurs, la première critique, qui était celle d'Einstein, visait précisément un modèle qui était celui des model cities qui était développé aux États-Unis avec l'objectif de maximum feasible participation qui était avancé à l'époque. Or, depuis les années 60, ce type de programme public s'est largement développé dans beaucoup de pays européens, en France par la politique de la ville, puis la rénovation urbaine, en Allemagne le programme Soziale Stadt et aux États-Unis les Empowerment Zones par exemple. Si ces programmes ont bien des effets concrets en termes d'amélioration de la gestion quotidienne des quartiers, ces améliorations restent en même temps relativement modestes et surtout elles s'accompagnent dans un contexte néolibéral d'un discours de la responsabilisation qui fait peser sur les individus qui habitent ces quartiers la responsabilité de leurs difficultés. Ce sont des discours qui se développent aujourd'hui largement en France. Par ailleurs, dans ces quartiers, la participation est enfermée dans la proximité et les questions de justice sociale sont rarement posées. L'insistance sur le rôle du quartier en France, sur le rôle de la community dans les travaux et dans les approches anglo-saxonnes, s'accompagne très souvent d'une occultation des conflits. Et ce sont avant tout les parties prenantes, les stakeholders, qui sont appelés à participer. L'appel à l'empowerment, ou on pourrait dire en France au pouvoir d'agir des habitants, se résume par ailleurs souvent à une dimension individuelle et économique au prix de la dépolitisation des enjeux sociaux.
L'autre exemple, qui est celui qui est plus spécifique à la production urbaine, est celui de l'élaboration du projet, qu'il s'agisse d'un projet de rénovation urbaine, d'un aménagement d'espaces publics ou de la construction d'équipements. Ces élaborations participatives ont donné lieu à une série d'expérimentations. Déjà, dans les années 1970-80, on avait vu émerger en France, mais aussi dans d'autres pays, des expériences, par exemple, d'habitat autogéré, où les futurs habitants, à l'origine du projet, s'invitaient dans le processus de conception architecturale et urbain. Différentes modalités ont ainsi été développées et elles ont été plus ou moins rationalisées par des équipes de professionnels, qu'il s'agisse d'élaboration de ce qu'on appelle des diagnostics partagés, de la programmation générative, d'ateliers de conception, de préfiguration spatiale, etc. Dans ces versions les plus poussées, ces expérimentations reposent sur une décomposition du processus d'élaboration, du processus de fabrication du projet, en alternant des phases de ce qu'on pourrait qualifier, en reprenant les expressions de Calon, Lascoume et Barthes, de travail en plein air, et des phases d'élaboration en chambre. Dans cette décomposition du travail, ce qui se joue, c'est finalement la redéfinition du rôle du concepteur. Et ce qui se négocie, c'est la prise en compte et la discussion entre différents types de savoirs. Mais il faut bien constater que ces expériences restent encore très marginales et que le projet reste encore souvent une boîte noire qui reste la propriété des concepteurs, alors que l'arbitrage final, lui, relève de la décision des responsables politiques. Ainsi, au sein d'un même territoire, on peut voir se juxtaposer une série d'initiatives à différentes échelles, à différentes temporalités, mais ces initiatives sont rarement mises en relation et elles se cumulent rarement dans une approche réflexive. Ces démarches participatives dans le champ urbain sont donc très souvent très situées, mais elles sont aussi épisodiques et elles ouvrent rarement sur un véritable débat où s'articuleraient enjeux locaux et enjeux métropolitains, ou alors de façon très floue, comme le montre l'exemple, par exemple, de la discussion des enjeux sur le Grand Paris, où les enjeux locaux et les grands enjeux de développement de la métropole sont rarement articulés et se situent à des échelles très différentes. Or, il nous semble que c'est bien dans l'articulation du micro-local et de cette échelle métropolitaine qu'on pourrait arriver à une montée en généralité, à une politisation du débat, et surtout éviter l'enfermement dans des logiques NIMBY et ouvrir véritablement l'espace de la délibération et de la décision aux citadins. Alors, au total, après plus de 40 ans de la publication de cet article précurseur d'Arnstein, quel est le bilan de la participation ? Il reste en demi-teinte et fort différent selon le curseur qu'on choisit. On peut constater que la rhétorique participative s'est largement imposée, à des degrés divers selon les pays, mais elle s'est imposée au point qu'un certain nombre d'auteurs aujourd'hui, notamment d'auteurs anglo-saxons, dénoncent et publient des articles qui s'intitulent « La tyrannie de la participation », notamment dans le champ du développement. Il faut aussi souligner l'effort de la théorisation qu'ont représenté au cours de ces 40 dernières années la constitution de ces approches d'urbanisme collaboratif ou participatif, en particulier dans le monde anglo-saxon, puisqu'elles sont restées quand même très faibles en France. Mais on voit bien que les mises en œuvre demeurent contrastées, en particulier du point de vue de l'accès des citoyens à la délibération, mais surtout à la décision. Et l'urbanisme collaboratif lui-même est l'objet de critiques importantes, qui sont les critiques qui sont adressées de façon générale aux approches communicationnelles. En premier lieu est posée la question de la prise en compte des conflits et de la prise en compte du point de vue des groupes les plus dominés dans ces approches. Alors on le voit, ce bilan ne correspond pas à une vision enchantée, qui verrait dans les développements contemporains le renouvellement des pratiques urbanistiques et la naissance d'une démocratie urbaine, mais il n'est pas non plus celui du désenchantement, qui ne verrait que l'instrumentalisation des dispositifs par des acteurs dominants, la reproduction de l'ordre politique et la généralisation de ce qu'on peut qualifier d'une rationalité néolibérale. Les travaux récents recherchent précisément à dépasser cette opposition entre deux visions très contrastées et à adapter une perspective plus dynamique, pragmatique et empirique pour essayer d'analyser plus profondément les processus en cours.
Et donc on peut avancer, et c'est ce qu'avancent un certain nombre d'auteurs, que s'ouvrirait aujourd'hui dans le champ de l'urbain ce qu'on peut qualifier d'une période post-collaborative, où l'enjeu des chercheurs et des praticiens serait non pas d'abandonner la perspective communicationnelle, mais de l'articuler avec la perspective de la philosophie pragmatiste, en prenant en compte précisément les dimensions contextuelles, situées et spatialisées des interactions sociales. En particulier, un auteur comme Gary Bridge, qui est un géographe britannique, propose une approche de la rationalité communicationnelle qui contextualiserait les qualités des situations communicationnelles plutôt que de les universaliser et qui accepterait les désaccords et les conflits comme étant partie du processus et qui analyserait ainsi la démarche communicationnelle comme imbriquée dans un système de pouvoir autant que comme résistance au pouvoir. Pour conclure donc, une série de questions de recherche sont ouvertes qui, vous allez voir, rencontrent fortement les questions qui ont été posées tout à l'heure. La première renvoie à la question posée par Einstein dans les années 60 sur le partage du pouvoir. Elle est toujours présente et on l'a largement évoquée dans la discussion tout à l'heure. La deuxième interroge les effets concrets de la participation sur les projets ou sur les grandes orientations d'urbanisme. Dans quelle mesure les projets urbains et les orientations urbaines évoluent-ils sous l'effet de la délibération et comment contribuent-ils à la fabrication de meilleurs projets? C'est vraiment une discussion qui traverse les débats dans la recherche et aussi dans la production urbaine. Des meilleurs projets, c'est-à-dire des projets qui seraient plus adaptés à la demande sociale, mais surtout qui favoriseraient l'émergence d'une ville plus juste, plus équitable et plus durable. Et la troisième question pose la question des effets de la participation sur les citadins. Dans quelle mesure la participation participe-t-elle d'un processus d'empowerment ou de développement de pouvoir d'agir des citadins? Ou alors représente-t-elle, comme l'urbanisme à ses débuts, une nouvelle tentative de mise en ordre de la gestion de la paix sociale et une retechnicisation des enjeux politiques? Cela nous conduit donc une nouvelle fois à interroger l'articulation entre savoir, valeur et pouvoir dans l'urbanisme. La question des savoirs, comme l'a dit Mario, est en effet au cœur de la pratique de l'urbanisme. L'urbanisme s'est construit dans l'héritage de la modernité et la mobilisation des savoirs a été vue comme le moyen de maîtriser et d'organiser la croissance urbaine dans une perspective de progrès et au nom d'un projet d'intérêt général défini du haut par la puissance publique et porté par la puissance publique. Mais ces savoirs engagent aussi un ensemble de représentations de la ville qui sont autant descriptives que normatives et prescriptives. En particulier, tous les discours contemporains sur le désordre ou sur l'ordre urbain, sur la mixité urbaine, sur la mixité sociale, sont sous-tendus par des systèmes de valeurs ou par des ordres de grandeur qui sont rarement explicités, mais qui sont prégnants dans le corpus de connaissances, en particulier acquis par les professionnels, et qui sont diffusés comme étant la norme commune. Or, les délibérations reviennent rarement sur ces corpus qui sont considérés comme des points de départ. Par ailleurs, les théories contemporaines de l'urbanisme mettent l'accent sur la multiplication des savoirs entre professionnels, autres que les professionnels, et sur l'apport de ces savoirs, notamment ce qu'on appelle les savoirs citoyens ou les savoirs d'usage, dans la conception urbaine. Mais il existe encore peu de travaux qui se soient réellement penchés sur la spécificité de ces savoirs, hormis une première typologie travaillée par Yves Saint-Omer et ensuite développée par Héloïse Ney dans le champ de l'urbain. Il faudrait sans doute aller plus loin et prolonger ces travaux en essayant de distinguer ce qui est là de l'ordre du système de valeurs et de l'ordre des pratiques et de l'expérience. Comme le souligne Ridin, ces savoirs ne peuvent d'ailleurs sans doute pas toujours s'additionner. Et peut-être faut-il concevoir le processus de planning comme une série d'arènes où se discuteraient différentes modalités de connaissances. Ces questions restent encore largement ouvertes. Cette mise en question des connaissances pose bien sûr la question du statut et du rôle des professionnels, sur lesquels je ne m'attarderai pas pour des questions de temps. Enfin, je voudrais finir rapidement sur 2 points méthodologiques, en particulier la question de la comparaison, qui apparaît comme un outil essentiel pour aller au-delà du simple constat de la diversité des expériences et surtout pour appréhender les ressorts de cette diversité. Une série de programmes sont déjà engagés depuis des années dans cette voie, mais il nous semble qu'il reste à les systématiser, notamment en conduisant des travaux dans différents contextes, à partir de mêmes problématiques et de protocoles communs et non à partir de travaux de seconde main.
En particulier, dans cette dimension comparative, il nous semble que la prise en compte des contextes des pays du Sud serait heuristiquement particulièrement fructueuse. Et c'est sans doute une des grosses limites du bilan qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que c'est un bilan qui émerge d'une littérature venant des pays développés et de pratiques venant des pays développés. Or, pour la plupart, les pays du Sud n'ont pas connu l'épisode de l'urbanisme rationnel qui a émergé dans les pays du Nord, hormis par l'urbanisme colonial. Et il prévaut dans le développement urbain une rationalité qu'on peut qualifier comme étant une rationalité de la survie ou de la débrouille, de l'informalité, qui s'impose à la rationalité planificatrice et aux valeurs de la ville ordonnée et harmonieuse qui sont prégnantes dans les pays développés. La participation dans l'urbanisme s'affronte alors à des enjeux majeurs en termes d'inégalité sociale et spatiale et de durabilité, quand par exemple est posée la question du devenir des quartiers informels. Enfin, les travaux sur la participation dans le champ des études urbaines sont irrigués par des travaux qui viennent d'une série de disciplines comme l'histoire des sciences, l'anthropologie, les sciences politiques, mais aussi les études féministes. Et au bout du compte, si les concepts et les vocabulaires circulent entre ces différentes disciplines, entre le Nord et le Sud, la discussion entre ces différentes approches, à partir de l'analyse de mêmes objets, reste encore relativement faible. Or, c'est sans doute dans l'articulation de ces différents éclairages que pourrait finalement être mis en œuvre un programme de recherche post-collaboratif.